Les gouttes de pluie n'étaient pas prévues. Au lieu de courir à l'abri, Sofia rit, un son cristallin qui semblait défier le ciel gris de la Vénétie. Agenouillée sur l'herbe mouillée, elle tenait par la main Giulia et Marco, dont les visages étaient levés vers le ciel pour la première fois de leur vie, non pas pour voir, mais pour sentir. Ils voyaient la pluie avec leur peau, et leurs lèvres, auparavant scellées dans une obéissance apathique, s'étaient ouvertes en sourires de pur émerveillement. Dans son bureau, à travers l'écran haute définition d'un système de surveillance d'1 million d'euros, Alessandro Valenti assista à la scène. Sa première réaction fut une vague de panique glaciale. Cette nouvelle gouvernante enfreignait la règle la plus importante. La sécurité avant tout. Il était sur le point d'appuyer sur le bouton de l'interphone pour ordonner à cette femme irresponsable de rentrer immédiatement. Mais il vit alors quelque chose qui lui arrêta le cœur. Il vit ses enfants rire. Pas un sourire timide, mais un rire franc, libérateur, un son qu'il n'avait jamais entendu dans cette maison. Il vivait. Pour la première fois, ses enfants aveugles voyaient le monde, et il le faisait grâce à une femme qui avait osé lui désobéir. Ce n'était pas un acte de négligence, c'était un miracle. Si ce premier miracle vous a déjà ému, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment cette histoire va changer leur vie. Écrivez-nous dans les commentaires de quelle partie du monde vous nous regardez. Notre rêve est d'atteindre les 1000 abonnés, et il ne manque que si peu. Aidez-nous à le réaliser. Votre soutien est notre force. La villa des Valenti, près de Trévise, était un monument à la perfection visuelle. Un chef-d'œuvre palladien entouré de jardins géométriques, où chaque haie était taillée avec une précision millimétrique. À l'intérieur, les salons silencieux étaient un triomphe de marbre poli, de fresques anciennes et d'œuvres d'art en verre de Murano, créé par l'entreprise familiale elle-même. C'était un monde d'une beauté éblouissante, conçu pour être admiré. Une cruauté du destin, car les héritiers de toute cette magnificence, Giulia, 10 ans, et Marco, 8 ans, ne pouvaient pas la voir. Ils étaient nés avec une maladie génétique rare qui les avait laissés complètement aveugles. Leur maison était une prison de beauté, un musée qu'ils pouvaient habiter, mais non expérimenter. Leur père, Alessandro, était le maître de cette prison. Un homme élégant de 48 ans, dont l'empire reposait sur la création de lumière et de couleurs, mais dont la vie privée était enveloppée d'obscurité. Depuis la mort de sa femme des années auparavant, son amour pour ses enfants s'était transformé en une peur obsessionnelle. Il les avait enveloppés dans un cocon de sécurité stérile, les étouffant de ses bonnes intentions. Leur vie était une routine rigide et immuable. Des leçons particulières avec les meilleurs tuteurs, des repas servis à des heures précises, des déplacements confinés à quelques pièces jugées sûres. C'étaient des enfants intelligents, à l'imagination débordante, mais on leur avait appris à avoir peur du monde. C'étaient de précieux et fragiles bibelots, à protéger à tout prix. Alessandro les observait constamment depuis les caméras de son bureau. Il les voyait assis, sages, pendant la leçon de piano, leurs doigts se déplaçant sur les touches avec une précision technique, mais sans âme. Ils étaient obéissants, silencieux et complètement éteints. Chacun de leurs soupirs était pour lui une pointe de douleur et d'échec. Puis Sofia Marino était arrivée, une femme de 30 ans originaire d'un petit village de pêcheurs de Ligurie. Elle avait été engagée comme gouvernante, un autre rouage dans la machine impeccable de la villa. Mais Sofia possédait quelque chose que personne d'autre dans cette maison n'avait. Ses yeux ne servaient pas seulement à voir, mais à observer. Ses mains étaient toujours en mouvement, non pour nettoyer, mais pour sentir le monde. Elle caressait la surface veloutée d'une feuille, sentait la chaleur d'un rayon de soleil sur le marbre froid, écoutait le bruissement du vent dans les cyprès. Elle avait appris ce langage secret de sa grand-mère, qui avait perdu la vue dans sa vieillesse et lui avait enseigné que le monde a 1000 voix pour qui sait écouter. Dès le premier jour, Sofia avait vu la vérité. Giulia et Marco n'étaient pas des enfants fragiles, c'étaient des prisonniers. Elle voyait leur intelligence gaspillée, leur curiosité réprimée. Elle sentait leur faim de vie, une faim qu'aucun repas préparé par un chef ne pouvait rassasier. Elle savait que pour les libérer, elle devrait enfreindre les règles, et elle savait que cela pourrait lui coûter son emploi. Mais en regardant leurs visages pâles et inexpressifs, elle décida que le jeu en valait la chandelle. Le jour du miracle avait commencé comme tous les autres. Le célèbre maître de piano était parti, laissant les enfants sagement assis sur le canapé du salon de musique. Sofia était entrée pour ranger,
Mais au lieu de dépoussiérer le piano à queue, elle fit quelque chose d'inouï. Elle ouvrit les immenses portes-fenêtres qui donnaient sur le jardin, un lieu interdit considéré comme trop dangereux pour eux. Une vague d'air humide et de parfum de terre mouillée envahit la pièce stérile. Les enfants sursautèrent, surpris par cette nouvelle sensation. Sophia s'agenouilla devant eux, ses yeux chauds et doux. Sa voix fut un murmure, une invitation secrète. « Voulez-vous savoir de quelle couleur est l'herbe » Elle les prit par la main et les conduisit dehors. Elle leur retira leurs chaussures et leurs chaussettes, un autre acte de rébellion contre l'hygiène obsessionnelle de la maison. Le contact de leurs pieds nus avec l'herbe fraîche et humide les fit tressaillir. Marco retira son pied, effrayé. « N'aie pas peur, » lui dit doucement Sophia. « C'est la terre. Elle est forte. Elle te soutient. » Elle les encouragea à marcher, à sentir les différentes textures sous leurs pieds. Puis elle cueillit une feuille de menthe, l'écrasa entre ses mains et la porta à leur nez. « Ça, » murmura-t-elle, « c'est l'odeur de la couleur verte. » Elle les amena à étreindre le tronc d'un vieux chêne, leur apprenant à sentir son écorce rugueuse, à percevoir sa force, la vie qui coulait invisible en lui. Julia passa ses doigts sur la surface, son visage concentré dans une expression de profonde découverte. C'est à ce moment-là qu'il commença à pleuvoir. Une petite bruine légère, presque une caresse. Alessandro, devant le moniteur, retint son souffle, s'attendant à ce que Sophia les traîne à l'intérieur en panique. Au lieu de cela, elle rit, et elle les invita à faire de même. « Vous sentez ? Ce sont les larmes heureuses du ciel, » dit-elle, avec une poésie qu'elle seule possédait. « Levez le visage. Laissez-le vous embrasser. » Et c'est alors qu'Alessandro vit ses enfants rire, transformé par cette simple expérience. Son monde, bâti sur des règles et des peurs, s'effritait sous ses yeux. Il ne voyait pas de la désobéissance. Il voyait la vie qui se frayait enfin un chemin. Ce soir-là, il ne la gronda pas. Il l'attendit en silence dans la grande cuisine. Quand Sophia entra, fatiguée mais avec un sourire radieux, il lui posa la question la plus vulnérable de sa vie. « Comment avez-vous fait » demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. Sophia le regarda et répondit avec une simplicité qui le désarma. « Je ne leur ai pas appris à voir, monsieur. Je leur ai seulement rappelé qu'ils ont d'autres manières de sentir le monde. » À cet instant précis, Alessandro éteignit les moniteurs de surveillance pour toujours. Il comprit que pendant des années, il avait regardé ses enfants mais ne les avait jamais vraiment vus. Sa décision, cependant, était sur le point de déclencher une tempête. Sa belle-sœur, la glaciale et manipulatrice Béatrice, était déjà en route pour sa visite annuelle. Elle se considérait comme la protectrice de l'héritage de sa sœur et ne permettrait jamais à une paysanne de bouleverser les règles qu'elle avait elle-même imposées. La menace pour Sophia n'était plus seulement le licenciement, mais la colère d'une femme puissante qui voyait en elle un danger pour ses plans. Si cette histoire a allumé une étincelle dans votre cœur, laissez un like pour soutenir notre travail. Que Dieu vous bénisse. Les jours qui suivirent furent comme une mélodie retrouvée. La villa, autrefois un temple du silence, se remplit de sons nouveaux. Les rires des enfants courant sur l'herbe, le bruissement des feuilles qu'ils apprenaient à reconnaître, le tintement délicat d'un vase de Murano qu'Alessandro, pour la première fois, leur permettait de toucher. Il avait éteint les caméras et avait commencé à participer, devenant l'élève maladroit mais volontaire de Sophia. « Ça, » disait-il, en mettant un lourd verre en cristal dans les mains de Marco, « ce n'est pas seulement bleu. Tu sens comme c'est froid? Le bleu est une couleur froide. Et écoute, d'un ongle, il produisait un son long et pur. Le bleu sonne comme ça, comme une cloche lointaine. » Les enfants étaient fascinés. Leur monde, auparavant une obscurité vide, se peuplait de formes, de sons, d'odeurs et de températures. Ils apprenaient un nouvel alphabet pour lire le monde. Sophia les guidait avec une patience infinie. Dans la cuisine, ils ne se contentaient pas de manger. Ils pétrissaient le pain pour en sentir la consistance élastique, humaient les herbes aromatiques du potager, apprenaient à distinguer la douceur d'une fraise de la fraîcheur d'une pomme uniquement par l'odorat et le goût. Leur apathie avait fondu comme neige au soleil, remplacée par une curiosité insatiable. Alessandro les observait, et son cœur, longtemps contracté par la douleur, recommençait à battre. Il voyait dans leur sourire le reflet de sa femme, Martha. Elle aussi avait rêvé d'un monde, d'expériences pour eux, mais la peur l'avait paralysée. Sophia, avec sa simplicité, réalisait le rêve de Martha,
et cette pensée le remplissait d'une gratitude si profonde qu'elle ressemblait à de l'amour. Il se surprenait à chercher sa présence, à écouter le son de ses pas, à attendre son sourire, mais chaque fois qu'il sentait cette joie naître, une vague de culpabilité le submergeait. Il avait l'impression de trahir la mémoire de sa femme, de la remplacer trop vite. Il ne savait pas encore que la véritable trahison était autre, et qu'elle était sur le point de franchir le seuil de sa maison. L'arrivée de Béatrice, la sœur de Martha, fut comme un vent glacial qui éteint une bougie. Descendant de la voiture avec chauffeur, elle ressemblait à une statue de marbre. Un tailleur impeccable, un collier de perles et une expression qui n'admettait aucune réplique. Béatrice n'aimait pas le désordre, et la nouvelle vie de la villa, à ses yeux, était le chaos le plus absolu. Son premier regard fut pour ses neveux qui couraient à sa rencontre dans le salon, mais elle s'arrêta net, une expression d'horreur sur le visage. « Mais vous êtes couvert de terre !» s'exclama-t-elle, reculant d'un pas pour ne pas tacher sa robe. « Alessandro, que se passe-t-il ici? On dirait un campement ?» Sa voix était tranchante, une accusation déguisée en inquiétude. À partir de ce moment, elle commença sa guerre silencieuse contre Sofia. Elle ne l'attaquait jamais directement. Elle était trop rusée. Elle utilisait plutôt l'arme la plus puissante à sa disposition, le souvenir de sa sœur. Martha n'aurait jamais permis une chose pareille, disait-elle à Alessandro le soir, devant un verre de vin. Sa plus grande peur était qu'ils se fassent mal. Et tu les laisses courir pieds nus dans le jardin comme des sauvages, confiés à celle-là. Et d'un mouvement de tête, elle désignait Sofia, la réduisant à un objet sans nom. Alessandro se sentait partagé. Une partie de lui voyait le bonheur de ses enfants et savait que Sofia avait raison. L'autre partie, fragile et pleine de culpabilité, était érodée jour après jour par les paroles de Béatrice. « Fais attention, Alessandro, » lui murmurait-elle. « Cette femme est maligne. Elle profite de ta faiblesse pour s'immiscer dans notre famille. Nous ne savons rien d'elle. » Béatrice comprit que les mots ne suffisaient pas. Elle avait besoin d'un incident, d'une preuve qui démontrerait la négligence de Sofia et sa propre indispensabilité. Et elle décida de créer cet incident. Un après-midi, alors que Sofia et les enfants exploraient un petit bosquet en bordure de la propriété, Béatrice les suivit en cachette. Elle savait qu'à un endroit, le sentier était glissant à cause de la mousse. Avec une froideur calculée, elle attendit le bon moment. Au passage de Marco, elle, cachée derrière un arbre, lança une petite pierre qui le fit trébucher. Ce fut une chute sans gravité. Marco tomba dans la douceur, plus effrayé par le bruit que par la douleur. Mais ce fut l'occasion qu'attendait Béatrice. Elle sortit de sa cachette en hurlant, jouant un rôle d'actrice consommée. « Marco, mon trésor, ça va ?» Elle courut le prendre dans ses bras, ignorant les assurances de Sofia qui disait qu'il ne s'était rien fait. « Qu'est-ce que je t'avais dit, Alessandro ?» cria-t-elle en rentrant dans la maison avec l'enfant dans ses bras, qui pleurait maintenant de peur. « Cette femme est un danger. Il aurait pu se casser une jambe, ou pire. » La scène fut dévastatrice. Alessandro ne vit que son fils en pleurs et sentit les accusations de Béatrice comme des lames acérées. Sa peur, contenue pendant des semaines, explosa avec la force d'un déluge. La peur d'être un père incapable, un homme qui n'avait pas réussi à protéger ses enfants. Ce soir-là, il convoqua Sofia dans son bureau. Il était redevenu l'homme rigide et distant d'autrefois. « Je ne peux plus permettre ça, » dit-il, la voix plate, sans émotion. « Béatrice a raison. C'est trop risqué. À partir de demain, vous vous contenterez de vos tâches de gouvernante. Les leçons en plein air sont terminées. Les enfants resteront à la maison. » Pour Sofia, ces mots furent une condamnation. « Mais il ne s'est rien passé, » protesta-t-elle, la voix brisée. « Il jouait seulement. Il apprenait. Il a failli se faire mal, » l'interrompit-il avec une dureté qu'elle ne lui avait jamais entendue. « Et je ne le permettrai pas. La discussion est close. » Il se sentait comme un monstre en lui parlant ainsi, mais la terreur que Béatrice lui avait instillée était plus forte que tout. Le lendemain, la villa replongea dans son silence mortel. Les portes du jardin furent verrouillées. Les jouets sensoriels que Sofia avait fabriqués furent rangés. La routine stérile et sûre de Béatrice reprit le dessus, et l'effet sur les enfants fut immédiat et terrible. Giulia et Marco s'éteignirent à nouveau. Ils redevinrent les enfants apathiques et silencieux d'avant, mais en pire. Maintenant, ils connaissaient le goût de la liberté, et sa perte était une douleur insupportable. Marco refusait de manger, assis à table dans un silence obstiné.
Giulia recommença à faire des cauchemars, se réveillant en hurlant dans le noir. Béatrice, avec une logique perverse, rejeta toute la faute sur Sofia. « Tu vois, cette femme les a traumatisés », expliquait-elle à Alessandro. « Elle leur a fait miroiter une fausse liberté, et maintenant ils sont instables. Ils ont besoin d'ordre, de discipline. Ils ont besoin de moi. » Sofia, confinée au rôle de simple gouvernante, assistait impuissante à cette régression. Son cœur était en miettes, mais son esprit observateur ne s'arrêtait pas. Elle remarquait les longs et discrets appels téléphoniques de Béatrice avec un avocat. Elle la voyait étudier des documents financiers dans le bureau d'Alessandro quand il n'était pas là. Un après-midi, en époussetant la bibliothèque, un livre tomba d'une étagère. En le ramassant, elle vit qu'une vieille lettre avait glissé derrière. L'écriture était celle de Martha. Elle était adressée à Béatrice, écrite des années auparavant. Poussée par une intuition, Sofia la lut. Les mots de Martha étaient un appel désespéré. « Béa, je t'en prie, arrête d'essayer de contrôler ma vie. Alessandro est un bon mari. Tes critiques constantes, tes tentatives de le dénigrer, me détruisent. Si tu m'aimes, tu dois faire confiance à mes choix. » Sofia comprit tout. L'animosité de Béatrice n'était pas née avec elle, c'était une obsession ancienne. Béatrice ne voulait pas protéger les enfants. Elle voulait le contrôle total sur la famille et peut-être sur son immense patrimoine. L'incident de Marco n'était pas un hasard, c'était un plan. Mais que pouvait-elle faire avec cette lettre? Qui la croirait? C'était sa parole contre celle de la puissante tante Béatrice. Elle savait que Béatrice ne s'arrêterait pas là. Et en effet, le coup suivant de la femme fut impitoyable. Forte de l'aggravation de l'état des enfants, Béatrice convoqua une réunion d'urgence. Elle fit venir l'avocat de la famille et, à la surprise générale, une assistante sociale, une de ses vieilles amies. Son plan était clair, prouver qu'Alessandro était un père négligent, influencé par une gouvernante incompétente, et demander la tutelle légale de ses neveux. « Je le fais pour leur bien », déclara-t-elle devant un Alessandro bouleversé, « et pour honorer la mémoire de ma sœur. Cette maison n'est plus un environnement sûr pour eux. » Le piège s'était refermé. Alessandro était dos au mur, accusé d'être un père défaillant, menacé de perdre ce qu'il avait de plus précieux. Il se sentait faible, confus, vaincu. Ce soir-là, Béatrice confronta Sofia dans le couloir. Son sourire était celui d'un prédateur qui a acculé sa proie. « Tu as perdu », lui siffla-t-elle, la voix basse et chargée de venin. « Demain, l'assistante sociale donnera son avis, et j'obtiendrai ce que je veux. Et toi, tu disparaîtras. »« Je ne vous laisserai pas faire de mal à ces enfants, » répliqua Sofia, essayant de paraître forte. Béatrice rit, un rire froid et sans joie. « Tu ne feras rien du tout. J'ai déjà parlé au chauffeur. Demain matin, il t'accompagnera à la gare. Si tu refuses ou si tu essaies de parler à Alessandro, j'utiliserai mes contacts pour te ruiner. Je ferai en sorte que tu ne puisses même plus nettoyer des escaliers dans ce pays. Compris ? » La menace était réelle, tangible. Sofia se sentit glacée. Elle était seule, sans pouvoir face à une femme riche et sans scrupules. Béatrice avait gagné. L'espoir qui avait fleuri dans cette maison avait été arraché, et l'obscurité était sur le point de régner à nouveau, plus épaisse qu'avant. C'était le point le plus bas, le moment où toute lumière semblait s'être éteinte pour toujours. Cette nuit-là, la villa des Valenti était plongée dans un silence de mort, le même silence qui régnait avant l'arrivée de Sofia. Mais c'était maintenant un silence différent, plus lourd, chargé de tension et de défaite imminente. Sofia, dans sa petite chambre, ne parvenait pas à dormir. Les mots de Béatrice résonnèrent dans sa tête, un poison qui paralysait sa volonté. Elle pouvait partir, disparaître comme on le lui avait ordonné, et se sauver. Mais l'image des visages éteints de Giulia et Marco était une douleur au cœur qui ne lui laissait aucun répit. Dans son désespoir, son regard tomba sur la vieille lettre de Martha. Elle la relut plusieurs fois, cherchant un point d'ancrage, une arme. Et elle la trouva dans une phrase. « Tes critiques constantes, tes tentatives de le dénigrer. » Béatrice ne se battait pas pour les enfants. Elle menait une vieille guerre contre Alessandro, utilisant ses neveux comme bouclier. Sofia comprit qu'elle ne devait pas convaincre les avocats ou l'assistante sociale. Elle devait atteindre le cœur d'un seul homme, Alessandro. Avec un courage qu'elle ne se croyait pas capable d'avoir, elle se glissa hors de sa chambre, au cœur de la nuit. Elle traversa les couloirs sombres de la villa comme une ombre, le cœur battant à tout rompre.
Elle frappa doucement à la porte du bureau d'Alessandro. Il était là, assis dans le noir, seul avec un verre de whisky à la main. Il ressemblait à un homme anéanti. Quand il vit Sofia, son visage se durcit. « Que veux-tu? Je t'avais dit de ne pas... » « Je vous en prie, » l'interrompit-elle, la voix un murmure chargé d'urgence. « Vous devez lire ceci. » Elle lui tendit la lettre de Martha. « Ce n'est pas pour les enfants qu'elle fait tout ça. Ça a toujours été contre vous. Elle ne fait que les utiliser. » Alessandro prit la lettre d'une main tremblante. Il alluma une petite lampe de bureau et lut les mots de sa femme. Son visage passa de la surprise à la douleur, puis à une colère glaciale et lucide. Pendant des années, il avait interprété la sollicitude de Béatrice comme de l'amour fraternel pour Martha. Maintenant, il la voyait pour ce qu'elle était, une obsession manipulatrice. Les fondations de son monde déjà ébranlé s'effondrèrent définitivement. Il leva les yeux vers Sofia. Dans son regard, il n'y avait plus de doute, mais une nouvelle et terrible clarté. « Que dois-je faire ?» lui demanda-t-il. Et dans cette question, il lui confiait non seulement son avenir, mais celui de ses enfants. « Ne vous défendez pas avec les lois, » répondit Sofia, sa voix maintenant ferme et assurée. « Montrez-leur la vérité. Montrez-leur ce que vos enfants ont perdu. » Le lendemain, matin, la salle de réunion de la villa était un tribunal improvisé. D'un côté, Béatrice, sûre d'elle, assise à côté de son avocat et de son amie assistante sociale, prête à porter le coup de grâce. De l'autre, Alessandro, debout, étrangement calme. Tout le monde s'attendait à une bataille juridique, faite de paperasse et de chicanerie. Béatrice prit la parole, énumérant avec une fausse tristesse toutes les négligences dont elle avait été témoin. Elle parla de la terre sur les vêtements, des risques du jardin, de l'instabilité émotionnelle des enfants, dressant un tableau désolant. « Je ne demande qu'à les protéger », conclut-elle, avec une larme parfaitement maîtrisée. Quand ce fut au tour d'Alessandro, il ne s'assit pas. Il ne regarda ni l'avocat ni Béatrice. Il fixa l'assistante sociale, une femme à l'air fatigué mais honnête. « Vous avez entendu les accusations », dit-il, sa voix calme mais vibrante d'une autorité retrouvée. « Maintenant, je voudrais vous montrer la réalité. » Sans donner d'explication, il les invita à le suivre. Il les conduisit dehors dans ce jardin qui était devenu le champ de bataille de leur guerre. Sofia était là, avec Giulia et Marco. Ils ne pleuraient pas. Ils se tenaient debout, en silence, leurs mains dans celles de Sofia comme en attente. « Madame, » dit Alessandro, s'adressant à nouveau à l'assistante sociale, « ma belle-sœur dit que mes enfants sont en danger ici. J'aimerais que vous posiez une question à ma fille. Demandez-lui de vous décrire la couleur rouge. » L'assistante sociale, perplexe, s'agenouilla devant Giulia. « Bonjour, Giulia, » dit-elle doucement. « Ton père m'a demandé de te poser une question un peu étrange. Sais-tu me dire ce qu'est pour toi la couleur rouge ?» Béatrice retint un petit rire moqueur. C'était une question absurde, un piège dans lequel Alessandro tombait tout seul. Mais Giulia n'hésita pas. Elle sourit, un sourire lumineux qui semblait venir d'un autre monde. « Bien sûr, » dit-elle de sa voix, claire et enfantine. « Le rouge ne se voit pas. Le rouge se sent. C'est la chaleur du soleil sur mon visage quand je sors après longtemps. C'est l'odeur des fraises mûres que la maman de Sofia nous fait goûter. Et... » Elle s'arrêta un instant, cherchant ses mots. « Et le rouge, c'est le son du cœur de mon papa, quand il me serre fort dans ses bras. » Un silence absolu tomba sur le jardin. Les mots de l'enfant, si simples et pourtant si profondément poétiques, avaient frappé tout le monde. Comme une vague, l'assistante sociale la regardait, les yeux brillants. L'avocat de la famille se racla la gorge, mal à l'aise. Alessandro s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa fille. Puis il fixa Béatrice, et ses yeux étaient deux lames de glace. « Tu voulais les protéger du monde en les enfermant dans une cage dorée. Sofia leur a donné le monde, en leur apprenant à le voir avec le cœur. Lequel des deux, selon toi, est le véritable amour ?» Le masque de Béatrice se brisa. Son visage devint une grimace de colère et d'humiliation. Il n'y avait plus rien à dire. Le témoignage d'une enfant aveugle avait détruit son château de mensonges plus que n'importe quelle plaidoirie. Elle était vaincue non par la loi, mais par la vérité. « C'est de la folie », siffla-t-elle, mais sa voix était faible, brisée. Elle se retourna et s'éloigna à grandes enjambées, sans regarder en arrière, engloutie par sa propre ombre. L'assistante sociale se leva. Elle regarda Alessandro, puis Sofia, et « Enfin les enfants. Monsieur Valenti, » dit-elle, et sa voix était pleine de respect. « Je n'ai jamais vu d'enfant plus vu et aimé que ceci.
vous n'avez pas besoin de moi. » Elle prit ses notes, les déchira en deux et les laissa tomber sur l'herbe. La guerre était finie, et dans ce jardin, sous le soleil de Vénétie, une nouvelle famille naissait. Alessandro s'approcha de Sofia. Les mots étaient inutiles. Il lui prit la main et, pour la première fois, la serra devant tout le monde, devant ses enfants. C'était une déclaration silencieuse, un nouveau départ. La villa n'était plus une prison, mais une toile blanche, prête à être peinte de toutes les couleurs des émotions. Êtes-vous resté sans voix comme nous? Votre like nous aide énormément à continuer. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin de cette histoire incroyable. Maintenant, continuons la vidéo. Le départ de Béatrice ne laissa pas un vide, mais un espace. Un espace pour respirer, pour vivre, pour guérir. Ce soir-là, pour la première fois, Alessandro et Sofia dînèrent avec les enfants non pas dans la salle à manger formelle, mais à la grande table en bois de la cuisine. Il n'y avait pas de couverts en argent ni de verres en cristal, mais la chaleur du pain fraîchement cuit et le son des rires de Giulia et Marco qui mangeaient avec leurs mains, heureux et sans règles. La villa, autrefois un musée froid et silencieux, commença à se transformer en maison. Alessandro, par un acte symbolique, fit ouvrir toutes les portes et fenêtres, laissant entrer la vie. Les jardins ne furent plus seulement un panorama à admirer, mais devinrent une extension de la maison, une salle de classe à ciel ouvert, un terrain de jeu de sensations. Sous la direction de Sofia, Alessandro devint un élève enthousiaste. Il apprit à décrire un coucher de soleil non pas par ses couleurs, mais par la chaleur décroissante du soleil sur la peau et le changement de l'odeur de l'air. Ensemble, ils construisirent un parcours sensoriel dans le parc, avec des parcelles de sable, de galets lisses, de mousse douce et de feuilles sèches crépitantes, où les enfants pouvaient marcher pieds nus et apprendre à lire la terre. La plus grande transformation fut celle d'Alessandro en tant que père. Il cessa d'être un gardien anxieux et devint un compagnon d'aventure. Il s'agenouillait par terre avec eux, se salissant les mains debout pour créer de petites sculptures. Il les emmenait dans son atelier de Murano, non pour leur montrer les œuvres finies, mais pour leur faire sentir la chaleur du four, la texture du sable siliceux et la forme lisse et parfaite d'un vase à peine refroidi. Giulia et Marco s'épanouirent. Leur peur du monde se dissipa, remplacée par une confiance et une curiosité contagieuse. Ils devinrent de petits explorateurs de leur univers. Giulia découvrit une passion pour la cuisine, apprenant à reconnaître des dizaines d'épices rien qu'à l'odeur et à mesurer les ingrédients avec une précision qui étonnait même le chef de la villa. Marco, plus physique et audacieux, développa une incroyable sensibilité à l'espace. Il courait dans le jardin avec une assurance surprenante, s'orientant grâce au son, au courant d'air et aux différentes textures du sol. Ils n'étaient plus les enfants fragiles enfermés dans une cage dorée. Ils étaient devenus les maîtres de leur monde, le voyant d'une manière plus riche et plus profonde que quiconque. Pendant tout ce temps, le lien entre Alessandro et Sofia grandissait, silencieux et puissant. Ce n'était pas une passion dévorante, mais un amour né du respect mutuel, du partage d'un miracle. Alessandro se surprenait à l'observer, admirant la force qui se cachait derrière sa douceur, la sagesse qui ne venait pas des livres mais du cœur. Il se sentait encore coupable d'avoir douté d'elle, de l'avoir presque chassée. Il savait qu'il lui devait des excuses, non seulement pour ses actes, mais pour son aveuglement émotionnel. Un soir, alors que les enfants dormaient, il la trouva assise sous le porche, regardant les étoiles qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle savait être là. « Sofia, » lui dit-il, la voix incertaine, « chaque jour, quand je regarde mes enfants, je vois le cadeau que tu m'as fait, et chaque jour j'ai honte de la façon dont je t'ai traité. Je t'ai jugé, je ne t'ai pas fait confiance. J'ai laissé la peur me rendre aveugle, tout comme mes enfants. » Sofia se tourna vers lui, son visage éclairé par la douce lumière de la lune. « Vous n'étiez pas aveugle, Alessandro. Vous n'étiez qu'un homme qui avait beaucoup souffert et qui avait peur de souffrir encore. Je n'ai pas vu un homme faible. J'ai vu un père qui aimait tellement ses enfants qu'il avait peur même du bonheur. » Ces paroles le libérèrent du dernier poids qu'il portait sur son cœur. Il s'approcha, prit délicatement son visage entre ses mains et l'embrassa. Ce fut un baiser qui avait le goût de la gratitude, du pardon et d'une promesse. La promesse d'un avenir ensemble, construit non sur la vue mais sur la vision. 1 an plus tard, ils se marièrent, pas lors d'une cérémonie fastueuse dans la villa, mais sur une petite plage de Ligurie, le village natal de Sofia. Il y avait peu de monde.
eux deux les enfants et sa famille. Giulia et Marco, vêtus de blanc, portèrent les alliances, marchant avec assurance sur le sable, guidés par le bruit des vagues. Ils n'échangèrent pas d'alliances coûteuses, mais de simples anneaux tressés, symboles de leur vie qui s'unissait. La villa devint leur foyer heureux, plein de rires, de musique et de parfums. Mais la transformation ne s'arrêta pas là. Inspiré par ses enfants, Alessandro eut une illumination qui allait changer son empire pour toujours. Depuis des générations, Valenti Vetri avait créé des chefs-d'œuvre pour les yeux. Maintenant, il voulait créer des chefs-d'œuvre pour les mains. Il lança une nouvelle ligne révolutionnaire appelée Tatto. C'étaient des sculptures de verre et de cristal, conçues non pas pour être regardées, mais pour être touchées. Elles avaient des surfaces lisses et rugueuses, des courbes chaudes et des arêtes froides, des formes qui racontèrent des histoires à qui les explorait avec les doigts. Une partie des bénéfices fut consacrée à la création de musées tactiles et de programmes éducatifs pour les non-voyants dans toute l'Italie. Ce fut un succès qui dépassa toutes les attentes. 3 ans après ce jour de pluie dans le jardin, la famille était de nouveau sur cette plage en Ligurie. Giulia, maintenant une jeune fille de 13 ans, et Marco, un garçon de 11 ans, couraient vers la mer. Ils étaient devenus sûrs d'eux, pleins de vie. Alessandro les regardait, main dans la main avec Sofia. « Giulia !» cria-t-il en souriant. « De quelle couleur est la mer aujourd'hui ?» Elle s'arrêta, l'eau lui léchant les pieds. Elle ferma les yeux, même si elle n'en avait pas besoin, et répondit d'une voix heureuse et claire. « Aujourd'hui, la mer n'a pas de couleur, papa. Elle a un goût, celui du sel sur les lèvres. Elle a un son, celui des vagues qui se brisent et remplissent tout. Et elle se sent, elle est froide sur les pieds et chaude dans le cœur. » Alessandro serra la main de Sofia. Ses enfants n'étaient pas aveugles. Ils voyaient le monde d'une manière que lui, avec ses yeux valides, commençait à peine à apprendre. Ils avaient transformé un manque en un don, une faiblesse en une force extraordinaire. Et tout cela grâce à l'amour d'une femme qui leur avait appris que les plus grandes merveilles du monde ne se voient pas avec les yeux, mais se sentent avec l'âme. Et maintenant, une question pour vous. Pourriez-vous pardonner à Alessandro d'avoir douté de Sofia au début, ou sa peur le rendait-elle inexcusable? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Laissez un like si vous croyez que le véritable amour peut nous apprendre à voir le monde différemment. Abonnez-vous pour plus d'histoires où le cœur voit plus loin que les yeux. Commentez « L'amour voit au-delà » si vous aussi vous avez été touché par cette fin.